Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, c'est le 197e épisode du podcast et la deuxième émission de cette série L'Histoire autrement, que je vous propose ce printemps consacrée à des formes d'histoire non académiques. Après le monde de la vidéo sur YouTube la semaine dernière, et en contrepoint, on parle aujourd'hui de la télévision. J'ai eu la chance de discuter avec la réalisatrice Tamara Erdő et l'historien Patrick Boucheron, qui animent le magazine Faire l'Histoire tous les samedis à 18h15 sur Arte. La chance, mais aussi la malchance, puisque 2 des 3 micros n'ont pas fonctionné au début de l'enregistrement, en raison d'une erreur humaine, la mienne. C'est pourquoi la qualité sonore est médiocre jusqu'à la 22e minute environ, et je vous prie de m'en excuser. On se retrouvera toujours cette semaine, mercredi 26 mai, avec une autre émission plus classique sur un très intéressant livre d'histoire médiévale que vient de publier Julie Claustre. Rendez-vous bien sûr sur le site paroledhistoire.fr pour toutes les informations. Merci et très bonne écoute. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Tamara Erdő, bonjour. Bonjour. Et avec Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Alors, Tamara, vous êtes réalisatrice, Patrick, vous êtes professeur au Collège de France, historien, et on vous connaît parce que vous êtes le visage d'une nouvelle émission d'histoire diffusée sur Arte depuis le 10 avril dernier. Une émission qu'on peut voir à la télévision, qu'on peut voir également en ligne, on va revenir d'ailleurs sur les modalités et les formats, qui s'appelle Faire l'Histoire. Est-ce que vous voulez nous la présenter en quelques mots, et puis on essaiera ensuite de voir comment vous l'avez conçue et quelle importance elle peut avoir. Avec plaisir. Pour la présenter, je dirais, et je ne vais pas vous contredire, que je n'en suis qu'un des visages. J'étais le visage de Quand l'Histoire fait date, qui avait comme caractéristique, c'était aussi une émission produite par les films de DC, aussi une émission diffusée sur Arte, qui avait comme caractéristique d'être une série documentaire où un historien, moi en l'occurrence, racontait à la fois l'histoire qu'il avait à narrer, mais aussi sa position en tant que historien et les difficultés qu'il avait à la dire, donc au fond une enquête, et j'étais très présent, trop au fond, à l'antenne, et le passage de Quand l'Histoire fait date à Faire l'Histoire, c'est un passage au collectif. J'y tiens énormément. Au fond, c'est l'essentiel. Après, on peut dire, c'est une émission plus courte, elle dure 17 minutes et pas 26 minutes, c'est un magazine, c'est pas une série documentaire, c'est sur les objets, c'est pas sur les dates. De tout ça, on va parler, mais fondamentalement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est, vous savez, vous savez peut-être pas, mais vous pouvez le voir, si ça vous intéresse, sur Internet ou ailleurs, ou en ligne, le début, on voit plein de visages, et des visages différents. Et au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus différents. Et voilà, vous avez dit visage, et vous avez dit le mot juste. L'histoire, ça se raconte, ça s'adresse, c'est une historienne ou un historien qui la raconte depuis son point de vue, depuis même un corps qui se présente, qui s'expose. Et c'est tout ça, au fond, qu'on a tenté de, je veux pas dire mettre en scène, mais mettre à l'épreuve de la télé sous des formes télévisuelles que les réalisateurs, et Tamara en premier lieu, ont inventé. Alors Tamara, vous êtes donc réalisatrice, vous aviez fait un petit peu de télévision avant, mais c'était pas votre activité principale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette émission d'histoire ? Donc effectivement, moi je viens surtout des documentaires pour le cinéma, mais j'ai travaillé souvent sur l'histoire, sur la façon dont on enseigne l'histoire nationale, des visions différentes de l'histoire. Et c'est justement cette rencontre avec Patrick et sa vision et son envie d'aller vers les collectifs, et cette idée que justement l'histoire est racontée chaque fois par une personne, qu'il y a de différentes histoires, qu'il y a de différentes manières de raconter l'histoire et que c'est très subjectif. C'est ça qui m'a intéressée. Et j'ai trouvé que justement de ramener ça à la télé, où au départ c'était pas du tout évident de leur dire tiens, on va filmer des historiens, où on sait pas en avance comment ils vont être, etc. Et en fait, ce qui était génial, c'est que ça a toujours marché, parce que justement à partir du moment où ils ont leur vision, où ils ont quelque chose à raconter, ça marche toujours. On voit qu'ils sont passionnés, on voit chacun son caractère et comment est-ce qu'à partir de sa vision il raconte son histoire. Et c'était ça les paris de ces magazines que je trouve est toujours très intéressant, parce que chaque fois on a vraiment un univers très personnel, à partir duquel l'histoire est racontée. Alors quand on dit un historien, une historienne qui raconte son histoire avec un élément subjectif, pour un historien de métier, il peut y avoir des petites ampoules qui s'allument en disant attention, est-ce que la subjectivité va pas nous égarer ? Est-ce qu'on reproduit
le mode narratif qui est très classique à la télévision, Alain Decaux raconte et quelqu'un qui vient vous raconter une histoire, c'est évidemment pas ça que vous avez voulu faire, Patrick Boucheron. Quels sont les éléments que vous avez prévus en concevant l'émission pour justement que ce soit pas de la pure subjectivité, qu'on raconte pas évidemment ce qui vous passe par la tête, et puis pour faire en sorte que ce soit pas simplement quelqu'un qui fasse un cours professoral? Parce que c'est une émission construite. Évidemment, le cours, nous, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on veut éviter. Après, il n'est pas si évident d'ailleurs que ça soit un modèle si répulsif pour quel que soit l'âge d'ailleurs des téléspectateurs. C'est pas non plus systématiquement atroce d'entendre quelqu'un qui essaye d'être compréhensible et accessible au plus grand nombre. Mais enfin, en tout cas, c'est pas ça qu'on a voulu faire, bien sûr. Donc, comment y échapper? D'abord, c'est tout un travail d'équipe, hein, il faut le dire. Il y a des rédacteurs, il y a Yann Potin, Clément Fabre, Adrien Genoudet, qui est aussi réalisateur, et qui commence d'abord par rencontrer, ça se passe hors caméra, rencontrer l'historienne ou l'historien, d'abord pour définir un objet. Par exemple, le premier, notre étendard, c'était le stérilet. C'est pas venu tout de suite, le stérilet. C'est en discutant avec Bibia Pavard, qui est une historienne de l'émancipation féminine et de la contraception, et du genre d'une manière générale, qu'on s'est dit, ça serait bien de faire la contraception. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est la pilule? Est-ce que c'est le préservatif? C'est venu progressivement dans la conversation. Ça se construit comme ça. Ça se construit sur le plan argumentatif. Ça se construit sur le plan, aussi narratif. Il y a un moment où on dit, comment on raconte l'histoire? Et puis, disons-le aussi, en vrai, c'est que l'historienne ou l'historien à l'écran, c'est que une des parties de ce qu'on voit, on va en parler, mais elle est entrecoupée par ce qu'on appelle des magnétos, c'est-à-dire simplement des archives, mises en scène, etc. Il ou elle manipule des documents qui sont et c'est là où intervient, je dirais, la forme visuelle de ce qu'on a à raconter. On va revenir sur ces choix visuels et sur la manière justement d'alterner la parole de la personne qui explique et puis des éléments d'accompagnement, d'habillage et de fond. Je voudrais d'abord vous poser une question sur le choix du modèle de l'objet. De travailler autour des objets, c'est quelque chose qui est pas totalement inédit parce que dans l'historiographie et aussi dans l'histoire grand public, on a vu que ça prenait une place peut-être de plus en plus importante. Je pense notamment à ce livre du British Museum, L'histoire du monde en 100 objets. Je pense également au livre dirigé par Sylvain Venner, Pierre Saint-Garavelou, autour des objets, d'une encyclopédie finalement du monde à travers les objets. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous reconnaissez cette démarche de se saisir d'un objet pour faire de l'histoire? Encore une fois, on est parti de quand l'histoire fait date, de ces 30 épisodes de 27 minutes, où on se disait, alors qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui marchait bien, c'était sans doute, je pense, la narrativité d'ensemble, le fait qu'on avait un principe visuel, la frise, etc. Ce qui n'était pas reproductible. Or là, on parle d'un magazine d'histoire, dont le titre, d'ailleurs, ne désigne pas l'objet, mais la méthode, faire l'histoire, qui est le magazine d'histoire sur Arte hebdomadaire. Et où on nous dit, donc voilà, l'idée c'est, vous allez en faire 40, 44 par an, pendant plusieurs années. Il n'est pas dit qu'on puisse trouver 40 ou 44 dates qui puissent, au fond, enclencher le type de récit qu'on a envie de faire. Mais les objets, c'est presque infini. Et donc, ça élargit le champ de l'histoire. Ça le démocratise aussi. Parce que on avait bien remarqué qu'avec Quand l'histoire fait date, on était inévitablement déporté vers de l'histoire politique, intellectuelle au mieux, mais des événements alors bon, on peut toujours faire un événement révolutionnaire, mais c'est pas si évident de parler de vie quotidienne. C'est plus compliqué d'insérer la longue durée dans une date, de dire voilà l'alimentation au XVIe siècle, quelle date choisir, à part la parution d'un traité de gastronomie, mettons, mais ça devient un prétexte. Donc tous les événements de longue durée disparaissent un petit peu de cette façon-là. H. Poli, par exemple, qui est, parce que c'est aussi d'une certaine manière, c'était le cas d'ailleurs dans l'histoire mondiale de la France, le fait d'intégrer la préhistoire dans l'histoire, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire, Yann Potin et moi. On choisit quoi comme date pour la préhistoire? Voilà. On avait fait un Lascaux, donc l'histoire fait date, mais c'est un peu fictif.
Bon. Là, évidemment, ça permet de faire plein de choses. Et les deux exemples que vous citez, on se trouve à mi-chemin. On en reparler, effectivement, mais je sais pas, Tamara, tu peux dire aussi ce que c'est pour toi que l'objet, au fond, ce qu'il y a de désirable, au fond, dans cette manière ouverte et démocratique de raconter l'histoire. Ça peut être des objets fétiches. Effectivement, comme le modèle du British Museum, c'est des œuvres d'art. On dirait, donc voilà, le manteau de Roger II, le buste de Néfertiti, et puis dans la saison 2, vous verrez la redingote de Napoléon ou le trône de Dagobert. Bon, donc on voit très bien quel type d'histoire ça peut donner, mais des objets qui sont aussi, et c'est comme ça qu'on a commencé, on a commencé notre pilote, on a fait 2 pilotes. On a fait la brique et Néfertiti. Voilà. Et c'est en essayant de trouver une forme qui soit adéquate aux deux, qui parle du même ton, des choses banales et des choses exceptionnelles. Le choix de l'objet, c'est aussi quelque chose qui a une dimension visuelle évidente. C'est plus simple d'ailleurs, alors je dis ça, mais peut-être que c'est pas du tout vrai d'ailleurs, mais ça me paraît plus simple à mettre en scène à la télévision que le document d'archive ou le document purement textuel. Il n'y a pas de document purement textuel, mais en tout cas dont la matérialité est avant tout celle d'un texte. Le choix de l'objet, il vous aide aussi, Tamara, à construire les émissions et à dire, voilà, on va pouvoir jouer sur les représentations, on va pouvoir le montrer de différentes façons, on va pouvoir l'animer dans certains cas. C'est important en tant que réalisatrice. Tout à fait, oui. L'objet, quand on dit l'objet, c'est aussi vraiment la matière. C'est donc quelque chose de très proche de l'objet qu'on a voulu faire dès le départ. Avec aussi cette idée donc qui est venue avec Patrick, assez tôt avec sur la table, donc d'utiliser vraiment la table qui est la table de travail de l'historien, où à la fois il y a des documents, mais il y a aussi une présence d'une certaine manière de l'objet. Et c'est ça qui nous permet aussi de le montrer sur beaucoup de facettes. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce choix des objets, et comme il a dit, avec cet infini, qui est un seul objet aussi peut raconter des périodes différentes, des époques différentes, et qu'on peut justement, par exemple, avec la brique, on a choisi de raconter la Rome antique, etc. Donc il y a chaque fois on peut à travers un seul objet raconter beaucoup de choses, et on fait ce choix chaque fois de qu'est-ce qu'on raconte par l'objet. Et je pense que là il y a aussi quelque chose, un processus qui est aussi de vulgarisation de comment est-ce qu'on pense l'histoire et comment est-ce qu'on rassemble d'elle. Donc je pense que ça c'est très intéressant, et du côté de la réalisation et de la mise en image, ça donne aussi vraiment cette direction-là d'un objet, une période. Cette idée que un même objet traverse différentes périodes, c'est évidemment le cas pour les objets qui sont arrivés jusqu'à nous, qui ont donc eu une histoire après leur production. Alors, un des exemples qui est intéressant, dans un des premiers épisodes que vous avez fait, c'est le buste de Néfertiti. Quand on regarde l'émission, elle parle presque autant de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres que de l'Égypte antique. Cette dimension-là, elle permet de jouer avec ces temporalités. Oui, en tout cas, il y a vraiment, sur certains objets, il y a vraiment ce choix d'aller sur des périodes et donc de montrer des archives en parallèle. Il y a certains objets où on a fait le choix de se concentrer sur une seule période. Mais en tout cas, il y a vraiment cette possibilité visuelle. Et ce qui est aussi intéressant et qui au départ aurait pu faire peur, et nous, au niveau de la réalisation sur des objets où, par exemple, qui n'existent pas, où il y a très peu des archives, comme la H-Poly, par exemple. Et on a trouvé des solutions par l'animation, on a trouvé toutes sortes de nouvelles formes aussi pour raconter des choses pour lesquelles on n'avait pas forcément autant de matière. Patrick Boucheron, sur cette vie des objets à travers les époques, c'est-à-dire qu'un objet témoigne de sa période de production, mais aussi de ses périodes de réception, d'utilisation, de remémorialisation, de resémantisation, parce qu'ils peuvent changer de sens. Le buste de Néfertiti, on le voit pas de la même manière sous la République de Weimar qu'on le voyait évidemment au Moyen-Empire. Oui, bien sûr. Il y a à la fois des objets qui, au fond, la question c'est de savoir quelle histoire l'objet a envie de nous raconter. Voilà. C'est presque ça. Alors, le plus souvent, ça peut être l'histoire de son invention, de sa création ou de sa diffusion. Bien sûr, vous parliez d'histoire de l'alimentation tout à l'heure. On va voir l'extrait Liebig, là on est dans l'histoire franco-allemande aussi, parce que Arte, on s'adresse aussi de part et d'autre du Rhin, et ça parle de l'industrialisation de l'alimentation, des guerres au loin, de la colonisation, de tout ça. Donc ça, c'est assez évident. Pour les objets de longue durée, on a fait les lunettes. Tamara a fait des lunettes, des béziques, on a choisi de les mettre au Moyen-Âge. On aurait pu les mettre n'importe quand, en somme. Bon, il y a évidemment, d'une certaine manière, le choix de cette
de cette époque de référence, on va dire, la carte postale, hein, Clémentine Vidal-Naquet, les tranchées, il dépend aussi de l'historienne ou de l'historien qu'on a choisi. Parce que le buste de Néfertiti, c'est pas un égyptologue qui nous en parle, c'est Bénédicte Savoie. Donc c'est une historienne, effectivement, de l'appropriation des objets. Et vous dites justement que, au fond, avec Bénédicte Savoie, on est sur, je dirais, le paradoxe archéologique classique de la vie sociale des objets. C'est-à-dire de quand date cet objet, est-ce qu'il date de sa création, la création de l'artefact, ou de sa révélation. Mais c'est la même chose pour le suaire de Turin. Il y a un moment où, une fois qu'on a dit qu'il est quand même peu probable qu'il date de la résurrection du Christ, et qu'il est plus probable que c'est soit une relique peinte, enfin en tout cas une image sainte peinte au XIVe siècle, depuis quand elle nous fait ce qu'elle nous fait? Et essentiellement depuis la photographie. Et donc ça, c'est une manière de varier la gamme des appropriations et des temporalités. Alors en regardant des numéros de l'émission pour préparer ces entretiens, j'ai remarqué que ces objets, vous les prenez au sérieux, mais pas totalement au sérieux, parce qu'il y a quand même des jeux, et notamment des jeux visuels. Et j'étais sensible à ce fait que l'habillage visuel de l'émission colorise parfois des images qui étaient en noir et blanc, introduit parfois de la couleur, du dessin sur des images d'archives, qu'on joue un petit peu aussi avec les codes visuels, avec les représentations. C'est quelque chose, Tamara, à quoi vous avez réfléchi ? Pour moi, en tout cas, ça fait vraiment partie de cette idée aussi de vulgariser l'histoire, de les ramener à un plus grand nombre de personnes, aussi à des générations peut-être qui ne regardent pas forcément la télé, mais qui vont les regarder en ligne. Et vraiment aussi oui, je pense que c'est important aussi de ne pas que prendre ça au sérieux parce que c'est l'histoire, mais aussi de pouvoir jouer avec, de pouvoir avoir des moments qui sont plus légers, mais qui racontent pour autant les choses qu'on veut raconter, qui met en évidence certaines choses à travers ces colorisations, à travers ces animations qui viennent sur les parties qu'on appelle les magnétos, donc les parties qui sont entre les discours de l'historien. On peut vraiment, par l'image aussi, raconter beaucoup de choses, que ce sera des dates, que ce sera des éléments auxquels on veut attirer l'œil du spectateur, etc. Et ça, c'est très important, si je peux me permettre de rebondir, parce que c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du travail des réalisatrices, des réalisateurs, des animateurs, des graphistes, de tous ceux qui inventent, au fond, ce qui rend cette émission aimable, malgré, si j'ose dire, son exigence, puisqu'on parle à votre micro de diffusion, de vulgarisation, enfin en tout cas de partage des savoirs. Il faut quand même dire que, on ne prend pas, c'est la question générale dont on aura sans doute à discuter, on ne prend pas, disons, la place de l'histoire à la télévision exactement à la place où elle est majoritairement. C'est-à-dire, si on dit, on va vous raconter l'histoire de Roger II de Sicile et de son manteau d'apparat, ou du parasol, parce que le parasol est un objet d'histoire, vous en êtes convaincu, André, en tant que vous êtes historien, mais c'est pas si évident que ça, par rapport à l'idée qu'on se fait de l'histoire aujourd'hui, Napoléon, machin. Donc, ça veut dire que pour faire passer la pilule, si j'ose dire, qui pour moi n'est pas du tout amère, parce qu'après tout, c'est plutôt plus marrant que toutes les semaines des châteaux et des princesses. Ça varie quand même. Il faut le rendre visuellement attractif, quoi, voilà. Et c'est pourquoi, bien sûr que c'est une discussion amicale. Combien de fois avec Tamara, on a dit non, là t'exagères, là je suis pas d'accord, là comme historien, là j'en peux plus, là vraiment tes riffs de guitare, j'en ai marre, machin. Elle essaye évidemment d'électriser, enfin de rendre plus rock, et c'est ça qui qu'on aime notre discours. Bon, puis il y a un moment où on s'arrête, c'est même pas un compromis, mais c'est une entente, c'est un accord. Ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire qu'en fait, si on veut tenir ce pari d'une histoire accessible, exigeante, il faut quand même faire des choix. Et un des choix qui a été fait, et on pourra en faire d'autres bien sûr, et comme tout choix il est discutable, un des choix qui a été fait, c'est que les images qui viennent illustrer, souvent des images de films, ou parfois des images d'archives, ne sont pas commentées en tant que telles, en tant que document, et ça pourrait l'être, parce qu'après tout, on a des modèles à la télévision, notamment Marc Ferro, Histoire Parallèle, qui a fait ça très bien pendant des années, en disant voilà, je vais prendre le document d'époque tel qu'il est, j'ai cette image des années 1920 où on voit un buste de Néfertiti, et je
vais vous dire comment elle a été tournée et dans quel contexte, etc. Là, c'est pas le cas, c'est de l'illustration, parce que finalement, la rigueur, elle est du côté de l'explication de l'objet, et puis l'illustration visuelle, elle est plus du côté du ludique, plus du côté de l'accompagnement que du décryptage à proprement parler de ces images qui accompagnent. Oui, ça c'était le compromis. Ça, vous avez tout à fait raison. Votre œil, aiguisé, tombe sur la chose où, spontanément, comme historienne ou historien de métier, on préférerait qu'il n'y ait rien d'illustratif et que tout document vienne à l'appui d'une démonstration. C'est ce qu'on avait tenté de faire, par exemple, dans l'histoire fait date, où sur 27 minutes, ou même 27 minutes fois 30, donc sur 15 heures de télévision ou presque, il n'y a pas, je crois pas, un tableau pompier donc du 19e siècle, qui viennent illustrer la mort de Saint-Louis, alors qu'on parlerait de la mort de Saint-Louis. S'il y a un tableau du 19e, c'est qu'on parle de la mort de Saint-Louis au 19e siècle. Là, c'est pas le cas, parce que ça va plus vite, parce que ça dure 17 minutes, parce qu'on a envie de dire plein de choses, et que là, c'est vrai qu'on lâche un peu du lest. C'est vrai. Il faut le reconnaître, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une discussion entre nous. Oui, puis c'est vrai qu'il y a les formats aussi, effectivement, qui est beaucoup plus court et dense. D'un magazine où on veut vraiment donc parler, raconter toute une histoire autour de l'objet, nous exige, parce que sinon, effectivement, on n'aura pu rester qu'avec l'historien sur les plateaux qui du coup, qui explique les documents, ce qui aurait été très intéressant, mais là, il aura fallu beaucoup plus de temps, s'installer, etc., alors que les découper avec ce qu'on appelle les magnétos, et du coup, les images qui illustre quelque chose à notre voix, ça nous permet de gagner du temps quelque part, ce qui est le jeu d'un magazine. Bah oui, c'est pas Corpus Christi, quoi. Enfin, on ne met pas des théologiens protestants allemands pendant 8 heures, c'est super. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même public. C'est pas le même public. Là, on va dire que c'est une émission familiale, hein. C'est le dimanche à 18h. Donc, et c'est pour ça que, au fond, quand je dis, pourquoi je disais pas, pourquoi ça me gênait de dire tout à l'heure, c'est un compromis entre ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire, c'est qu'en fait, souvent, c'est à front renversé. Si on entend, on dit, allez-y. Si on va, là, on a quelques secondes où on se lâche du point de vue visuel. Il faut que ça soit encore plus, encore. Oui, et je pense que du coup, ça crée vraiment des univers qui sont complémentaires, qui sont très différents et complémentaires entre ce qu'il y a sur les plateaux, entre le discours de l'historien qui est vraiment dans cette démarche-là d'expliquer les documents, d'un discours très rodé historiquement, ouais. Et puis les parties des magnétos qui sont plus joyeux, qui sont plus ludiques, qui ont ce côté-là. Mais ouais, moi je les vois pas comme un compromis, mais comme un dialogue du coup à la fois entre la réalisation et les historiens et à la fois entre les plateaux et ce qui se passe en eux. Est-ce que vous avez une idée du temps de préparation d'un épisode de 17 minutes? C'est toujours dur à quantifier ce type de travail, mais le nombre de réunions que ça implique, le nombre d'intervenants? Je dirais qu'il y a une phase qu'on n'a pas encore mentionnée, mais qui est très intéressante dans cette idée des collectives aussi, qui est la comité de l'objet. Ah oui. Déjà, pour choisir les objets, c'est pas chaque fois, ça commence pas que par l'historien même, il y a des fois par an, quelque chose comme ça. Et Patrick a mis en place un comité des historiens qui vont discuter entre eux les choix des objets, qui vont proposer des objets, qui vont proposer les historiens. Oui, t'as raison, il y a ça. Il y a ça parce qu'en fait, on nous a dit qu'il faut faire un magazine. Donc, nous, on s'est dit, ok, mais un magazine, ça fonctionne comment? Il y a des comités de rédaction. Donc, on est là, on discute, on essaie de se convaincre, on se charrie, voilà. Donc ça, c'est ça. Et ensuite, après, il y a un travail. Il faudrait essayer de répondre à cette question. Mais, donc, il y a un travail de rédaction vraiment entre l'historien qui est en charge de l'objet et les rédacteurs. Ouais, ça dure 2-3 semaines. Oui. Ensuite, il y a un travail préparatoire de préparer les plateaux, donc, parce qu'il faut trouver tous les documents qu'on veut avoir sur les plateaux. Donc, il y a toute une équipe de production qui va aller chercher les objets, les documents, etc. Donc, ça dure encore 2-3 semaines. Oui. Ensuite, il y a tout le travail technique plutôt du côté de la réalisation avant le tournage. Donc ça, c'est la veille où on installe les lumières, on installe les plateaux. Il y a une journée de tournage donc par objet, si on inclut aussi l'intervention de Patrick et de l'historien. Derrière, il y a 5 journées de montage, donc de montage image sur le contenu. Il y a 3 jours de travail de graphisme, donc pour toutes les parties d'animation, des illustrations. Et puis, il y a le travail sur les sons et l'étalonnage, etc., où on va dire tout ça ensemble, ça dure encore 4-5 jours.
Et donc ça, c'est important ce que dit Tamara, parce qu'il faut quand même, donc on voit que ça a deux implications, deux conséquences. Une conséquence organisationnelle et une conséquence financière, on peut le dire. Organisationnelle, ça veut dire que c'est un mode de production industriel, puisque de toute façon, à la fin, quand même, là, on en a 30 d'avance. Mais en gros, si ça continue, il n'y a pas à tortiller. Il faut en faire un par semaine. Enfin, voilà, en moyenne, il faut qu'il y en ait un par semaine qui, voilà. Donc, ça veut dire qu'on en a toujours 6 ou 7 en même temps qui tournent. Voilà. Donc, avec plusieurs réalisateurs, etc. Donc, ça, c'est, voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que, vous imaginez bien, même si vous n'êtes pas un professionnel de la production, que 5 jours de montage, 3 jours de visuel pour 17 minutes pour un magazine. C'est un truc qui pourrait être fait simplement sur un plateau, on discute, on s'engueule, parce que je veux dire, l'histoire à la télé aujourd'hui, c'est ça, c'est un motif d'engueulade sur un plateau. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros investissement public derrière, de la chaîne, des partenaires institutionnels, du producteur. C'est un gros investissement. C'est un pari quand même. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière, je dirais, une structure de production de documentaires pour un magazine. Et ça a des conséquences. Ça se voit peut-être pas, si on y réfléchit bien. Puis il y a autre chose aussi, c'est que ce qui est tout à fait passionnant et ce que je trouve, on devrait pouvoir enseigner ça dans les universités d'histoire et pas seulement dans les masters d'histoire publique, c'est qu'il y a aussi une économie de l'archive, par exemple. C'est que il y a des choses ça coûte rien de les faire mais quand innocemment vous avez un Guillaume Calafa qui dit tiens, lui il nous a fait le drapeau pirate, tiens une petite je sais pas, on va prendre Pirates des Caraïbes, le droit, là je sais pas, c'est de l'ordre de 5000 balles les 10 secondes. C'est inatteignable. La fiction, c'est inatteignable. Et c'est un point qui est en fait transversal, non seulement pour ce qui est de la production télévisuelle, mais qu'on voit aussi quand on fabrique des manuels. On prépare un manuel scolaire, on dit voilà, j'ai besoin de ce document pour ma double page, et puis on dit non, en fait, il demande $1000 pour cette photo qui pourtant est patrimoniale, je sais pas, Kennedy, la crise de Cuba, non, cette photo-là, on l'aura pas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui mériterait, qui est un sujet à part entière. C'est un sujet. Et parce que c'est contre-intuitif, c'est pas forcément ce qu'on imagine être le plus cher qui l'est à la fin. Oui, tout à fait. Plein de fois, on a fini les épisodes, on était très contents de tout ce qu'on a posé. Et puis, il y a la documentaliste derrière, donc c'est la personne qui est responsable de trouver les archives et puis derrière aussi de les chiffrer, qui vient et qui nous dit non, mais en fait, il faut enlever 4-5 photos. Et là, on a OK, mais on les remplace par quoi? Après, c'est toujours intéressant parce que ça nous fait, en tout cas, nous, du côté de Réal, mais c'est toujours un échange aussi avec justement les historiens sur ces points-là. Donc, on est obligé de trouver d'autres choses et parfois, ça donne des choses moins évidentes et du coup des surprises qui sont aussi intéressantes parce qu'il faut remplacer par quelque chose. Il y a un droit de citation. On a le casque colonial, Sylvain Venet, on a très envie de faire voir un Tintin au Congo, mais on peut pas. Surtout avec Tintin, il faut faire attention à pas citer n'importe comment. Ouais. Et du coup, ça oblige aussi à aller voir les ressources gratuites, communes qui existent, qui sont en fait de plus en plus nombreuses, et on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de choses où on pourrait aller puiser. C'est plus facile par certains côtés, parce qu'il y a des habitudes aussi de documentalistes, de dire on va aller voir une agence, et en réalité, sur Wikipédia Commons, par exemple, on va trouver parfois aussi bien, mais avec des recherches qui ne sont pas exactement du même ordre. Donc ça, effectivement, c'est un sujet important. Alors on a commencé à le comprendre en évoquant les différentes émissions déjà tournées ou qui vont être diffusées, le bus de Nefertiti, le stérilet, la hache polie. On s'enferme pas dans une histoire qui soit d'une période donnée, qui soit d'un espace donné. C'était déjà quelque chose que vous aviez travaillé avec l'histoire mondiale de la France. Là, vous continuez finalement à plaider pour un décloisonnement chronologique, géographique assez large. Et c'est difficile parce que, comme vous le dites, le modèle, donc celui de Sylvain Venet et Pierre Saint-Garavelou, qui n'était pas exactement un modèle puisqu'on a travaillé en même temps, bon, voilà. Mais enfin, en tout cas, l'horizon, par exemple, le Magasin du Monde, 19e, c'est quand même aussi quand même l'histoire de la consommation, l'histoire des objets de notre vie quotidienne. Là, on se dit, mais c'est presque, voilà, là c'est sans fin. Mais ça nous ramènerait à une forme de visualité, à un type documentaire et à un discours, au fond, qui
risquerait d'être répétitif. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de cette histoire-là. La boîte de conserve, c'est très intéressant, mais la boîte de conserve, ça nous renvoie à la fin, on l'a fait aussi, à une histoire qui recoupe l'extrait de viande Liebig, parce que c'est l'histoire de comment nourrir les soldats dans les guerres au loin, par exemple. Bon, voilà. Donc ça, et donc comment faire justement en variant les approches et sur le plan politique ou la politique générale, je veux dire de l'engagement citoyen que ça représente, il nous a toujours semblé, et Arte nous disait mais attention, vous n'êtes pas là pour tirer dans les coins. C'est-à-dire que bien sûr que c'est un acte militant, ouais, de commencer une série comme ça avec le stérilet. Bien sûr, on en est très fiers. D'ailleurs, c'est une décision de la chaîne, il faut leur rendre cet hommage, et précisément dans le contexte que vous connaissez, quand on voit ce que c'est que l'histoire à la télé, ce que c'est devenu, eux, ils avaient plusieurs possibilités. Après tout, on en a une de Redingote de Napoléon, hein. On pourrait la diffuser. Mais on préfère faire de la contre-programmation. Voilà. Mais ça sera important aussi de dire à un moment donné que Napoléon, on sait faire aussi. On n'est pas cantonné dans le bric-à-brac. Voilà. Et Dagobert, et machin, et Saint-Louis, et le sceptre, et voilà. Parce que, une fois qu'on a posé un ton, le plus important, c'est de dire qu'on va parler du même ton, des choses ordinaires, et des régalias. Des régalias. Vous avez parlé plusieurs fois de ce qui est devenu l'histoire à la télévision. Alors, c'est aussi une longue histoire, parce que j'ai cité Alain Decaux tout à l'heure, on pourrait aussi renvoyer à Fernand Braudel, à Georges Duby, qui avait aussi investi le médium, et puis aujourd'hui, effectivement, il y a des formes différentes. Tamara, est-ce que vous avez regardé des émissions d'histoire à la télévision, ou est-ce que vous êtes immergé dans ce projet sans finalement chercher à tirer des comparaisons, à voir ce qui pouvait exister dans le paysage, et d'ailleurs, peut-être pas seulement en France, parce qu'il y a des modes de diffusion de l'histoire à la télévision qui sont sûrement différents, évidemment, dans d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes aussi imprégné ? Donc moi, j'avoue, c'est à mon désavantage, c'est que je regarde rarement la télé. C'est peut-être un avantage, justement. Je sais pas, en tout cas, non, mais ça aurait été bien, effectivement, de regarder beaucoup plus. J'avoue que j'ai essayé, quand j'ai commencé à travailler sur l'émission, de regarder un tout petit peu. Après, moi, je viens beaucoup plus de la culture anglo-saxonne, donc je connais mieux des choses comme les BBC, leur façon de faire, etc. Mais c'est vrai que, donc voilà, j'avais cette connaissance-là. Je viens quand même surtout du cinéma. Et là, c'est vrai que le challenge était vraiment donc aussi de comprendre et de rentrer dans ce format des magazines, qui était un peu nouveau aussi, je pense, pour une grande partie de nous. Mais c'est ça qui était aussi intéressant, de comment est-ce qu'on raconte quelque chose d'assez concis, et comment est-ce que, justement, par rapport à ce que Patrick vient de dire, c'est-à-dire qu'on a à la fois des récits et des discours très différents, mais on doit trouver un ton qui va les unifier tous et qui va faire qu'on sent qu'on parle d'une même manière de toutes ces choses différentes. Et du coup, le langage visuel est de trouver un package, une enveloppe qui sera unie, qui va unifier les tout et qui va donner les tons. Ça a été très important de trouver. Non, c'est fondamental ce que dit Tamara, parce que d'abord, elle dit vrai. C'est-à-dire la plupart des gens, mais c'est vrai aussi des diffuseurs, qui font de la télévision ne la regardent pas, ce qui pose d'ailleurs un petit léger problème de dédain, en fait, vis-à-vis de ce qu'on fait. Mais Tamara, c'est pas le cas, puisque effectivement, c'est une femme de cinéma. C'est le cas aussi d'ailleurs de beaucoup de réalisateurs, Jean-Dominique Ferrucci, Adrien Genoudet. Voilà, la télévision n'est pas notre horizon. C'est pas notre. Et c'est intéressant parce que au fond, on a pris un peu systématiquement et crânement, je dirais, le contre-pied de tous les codes télévisuels. Ne serait-ce que justement ce sur quoi on doit parler, c'est-à-dire que, je répète, vous dites Alain Decaux raconte, vous dites Marc Ferraud, c'est un moment, il y a une incarnation. Et moi, j'ai voulu travailler là-dessus, ça m'intéresse l'incarnation. C'est-à-dire dire, finalement, l'histoire, c'est pas quelque chose qui vous dégringole dessus, vous ne la récitez pas parce que vous êtes inspiré par elle, vous n'êtes que ce corps frêle,
pâteau, parce que tout le monde est pâteau devant une caméra. C'est ça qui est extraordinaire. On a Emmanuel Laurentin qui fait le micro, qui fait non pas comme animateur, mais comme historien de la radio. C'est aussi un historien de la radio. Je veux pas je veux pas être méchant, mais il est comme nous, quoi. C'est-à-dire qu'il sait pas quoi foutre de ses mains. C'est ça qui est bien avec la radio. C'est le grand avantage de la radio du podcast. C'est le grand avantage, c'est qu'on peut oublier qu'on a un corps, alors qu'effectivement, face à la caméra, eh bien, il se rappelle à notre bon souvenir immédiatement et pas en termes très flatteurs. Donc voilà, ça c'est un truc qui est important, c'est que se dire, voilà, on va incarner le truc, et puis parfois, ça va être un peu... C'est pas des présentateurs de LCI, c'est des gens qui, voilà, ont leur élocution, ont leur style de narration, ont leur allure, voilà, leur manière de bouger, et on prend tout ça. Voilà. Mais là où c'est profondément anti-télévisuel, c'est que moi, par exemple, je sais bien qu'après 30 épisodes de Quand l'histoire fait date, j'ai toujours les mêmes défauts du débutant, c'est-à-dire je sais pas regarder la caméra, j'ai les yeux qui se barrent sur le côté. Là encore, Tamara a essayé de m'éduquer, mais je pense que de toute façon je suis un grand débutant de ce point de vue-là. Hop, ça se barre de partout. Donc les trucs, les femmes et les hommes de télévision, ça les attendrit. Ils disent voilà, décidément le mec il sait rien faire, quoi. Voilà. Bon, cette façon un peu fragile, vous voyez, de se mettre devant la caméra, on est prêt à l'admettre quand c'est un historien professionnel. Mais quand c'est toujours le même. Et là, et plutôt un mec. Et là, on s'est dit, non, on fait des historiennes et des historiens à parité, et ça sera quelqu'un de différent chaque semaine. C'est anti-télévisuel par excellence. Et ils ont fini par l'accepter. Alors c'est vrai que c'est un modèle différent de celui, par exemple, Tamara a parlé de la BBC, il y a une historienne qui a très bien réussi, à mon avis, à tenir cela, c'est Mary Beard. Meet the Romans with Mary Beard, c'est un peu un modèle de ce qu'on peut faire, qui est à la fois rigoureux, accessible, voilà, mais c'est un format, j'ai l'impression qu'il y a du mal à exister en tant que tel en France, parce qu'on a l'impression d'un grand écart dans le paysage, entre d'un côté, alors je sais pas quel adjectif je pourrais choisir, mais disons les gens... dont on sait à quel point leurs conceptions de l'histoire sont vieillottes, sont souvent pas rigoureuses, les Stéphane Bern, Laurent Deutsch, Franck Ferrand, etc. Et puis de l'autre côté, Arte, avec son identité culturelle très forte, avec aussi un public dont on sait que c'est malgré tout un public cultivé et qu'il y a une forme d'exigence, c'est que entre les deux, il y a ce grand écart très difficile à combler. Alors on est très content que ça existe sur Arte, mais est-ce que dans un monde idéal, il n'y aurait pas quelque chose qui vienne combler ce grand écart entre, on va dire, l'histoire vraiment... maltraité par beaucoup de côtés sur les grandes chaînes, sur les chaînes de plus grande diffusion, et puis l'histoire plus exigeante sur Arte. Comment faire ? Ça, c'est une question. Moi, je serais tout à fait prêt, justement, sans aucun dédain, à envisager tous les types d'histoires. L'émission de plateau, après tout, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas... Même les dossiers de l'écran ont eu leur qualité à leur époque. Voilà, il n'y a pas de problème. La fiction, voire la docu-fiction, le documentaire, et si pour être en prime time sur France 2, il faut que ça soit la cathédrale Notre-Dame qui parle elle-même, et si on veut vraiment que ça cogne sur l'audience, on dit alors dans ça là, c'est qui ? C'est Sophie Marceau. Je veux dire, pourquoi pas ? Tout est possible. Pour l'instant, ce qu'on a à défendre, c'est la diversité. Et elle était en train quand même de se restreindre singulièrement. Donc c'est une proposition qui est effectivement, pour l'instant, très antithétique de ce qui se passe ailleurs. Mais si ça se passe pas si mal, il y aura la possibilité qui, à mon avis, est vraiment l'enjeu de demain, collectif, de, comme vous le dites très justement, combler l'écart. Puis je pense que c'est aussi une question de temps, parce que c'est une question des habitudes des spectateurs. Et justement, je pense que la proposition de cette magazine-là, c'est de faire déjà quelque chose qui n'existait pas avant et qui va ouvrir d'autres façons de voir l'histoire et de les raconter. Et puis ça peut justement petit à petit ramener des gens à dire tiens, ça c'est possible, tiens, c'est intéressant, justement, quand j'ai chaque fois un nouvel visage qui me raconte l'histoire d'une autre manière, c'est peut-être par moments fragile, mais c'est justement ça qui fait la charme. Moi, j'adore cette chose que chaque fois on découvre, j'ai un autre historien qui me raconte de sa manière et que du coup, il faut adapter aussi la façon, les rythmes derrière du montage, les choix des coupes, tout en fait s'adapte chaque fois à l'historien, à son caractère, à son façon de raconter, et c'est ça pour moi, qui fait aussi la magie de cette émission. Donc, je pense que les spectateurs, il va aussi avoir cette vision et petit à petit, il y aura des nouvelles habitudes aussi qui s'installent.
Est-ce qu'on peut envisager sur cette chaîne franco-allemande des historiens allemands, alors allemands francophones peut-être, peut-être des historiens étrangers d'autres pays, il y en a beaucoup qui évidemment parlent français, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez ? Alors, on le souhaite, on n'a pas pu le faire pour des raisons évidentes de difficultés de voyage. Pour nous, on a commencé à le faire. Mais oui, Liebig, c'était un historien allemand quand même. Donc l'émission, elle est en allemand. Qui parle allemand. Et après, on en aura beaucoup plus, on l'espère, et pas seulement allemand. C'est très important aussi d'accepter une langue étrangère. Donc on n'aura pas seulement des Allemands francophones. Et puis de toute façon, cette alerte franco-allemande, elle est très intéressante. Très intéressante parce que on ne fera jamais... L'erreur, ça serait de faire un programme européen. Vous savez, c'est comme ces vieux téléfilms de coproduction européenne, c'était atroce. Bon, donc quelque chose qui est strictement franco-allemand, c'est très difficile. Arte le sait. En réalité, le téléspectateur allemand, il voit tout de suite que c'est une émission française. Mais il faut que quand même ça l'intéresse un peu. Alors, on s'est fait avoir des fois. Par exemple, le maillot de foot. On a pris Fabien Archambault. Le garçon, on l'aime bien. Hein, il a fait sa thèse sur le football italien. Bon, il y a un moment où la chaîne lui dit c'est très très sympa la Juve et le Milan, mais ça vous arracherait pas non plus de mettre un maillot du Bayern, de Dortmund. C'est quand même pas des petites équipes. Bon, voilà. Ça c'est tout simple. Mais je prends un autre exemple. On a François Jarich qui nous parle du charbon. Voilà, une manière effectivement de parler d'histoire industrielle, d'histoire énergétique. Voilà. Bon, spontanément, on va dire, et aujourd'hui la fin du charbon. Mais ça c'est vrai en France. Et au fond, c'est très très intéressant. On voit que on n'a aucun problème à écouter une histoire qui parle d'un autre pays que le nôtre. Mais simplement, il ne faut pas que cette histoire située se donne comme universelle. C'est ça le truc. Ce dont on ne veut plus, c'est d'histoires qui s'appelleraient histoire du Moyen-Âge et qui seraient en fait faites de la France médiévale. Donc ça nous oblige juste à corriger un peu, et oui, on le fera. Ça, c'est sûr que c'est notre grande frustration. Il faut dire aussi qu'on a travaillé quand même dans des conditions extrêmement difficiles, hein. Oui, on avait plusieurs historiens d'ailleurs qui étaient déjà prévus, qui étaient censés venir, où on a déjà préparé les émissions, et qu'au final, avec les Covid, on a tourné en fait, et juste après les premiers confinements, juste après les deuxièmes confinements, etc. Et chaque fois, il fallait adapter aussi au dernier moment. Moi, j'ai toujours les calages que je dois réaliser d'ailleurs, qui ne peuvent pas venir. Enfin, donc, c'est vraiment, on fait aussi avec la période et les contraintes qu'on a eues en route. Peut-être pour terminer, je voudrais évoquer un troisième pôle télévisuel en quelque sorte. On a parlé de ces chaînes grand public et de l'histoire qui est souvent maltraitée. On a parlé de votre proposition. Il me semble qu'il y a un troisième pôle qui a émergé, c'est ce qu'on appelle le YouTubing historique. Alors on vient de leur consacrer une émission dans Parole d'Histoire en discutant avec deux de ces vidéastes qui produisent ça. Vous avez demandé à Manon Bril de faire une chronique à la fin de chaque émission. C'est quelque chose par rapport... vous avez cherché aussi à intégrer cette dimension, à vous positionner par rapport à elle, parce que aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On a des étudiants et on voit très bien que pour beaucoup, c'est une source d'information. Consulter des vidéos historiques sur YouTube, c'est devenu un réflexe pour énormément de gens. Et peut-être même le premier moteur de recherche, non ? C'est possible. En tout cas, c'est dur de le quantifier, mais en tout cas, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, et ça, c'est d'ailleurs... C'était le projet de départ. C'est-à-dire, on a toujours eu l'idée que ça durait 17 minutes, que j'avais pas envie d'avoir le mot de la fin. Je l'ai un peu quand même malgré tout parce que mais ça c'est une concession à la chaîne, et qu'il fallait sortir de cette émission par au fond quelqu'un qui en serait le premier spectateur depuis un autre média. Voilà. Et Manon Bril, évidemment, elle est historienne, comme d'autres. Elle fait de l'histoire différemment sur YouTube, on le sait. Elle a, je sais pas comment tu vois ça, elle a une sorte de carte blanche, au fond. C'est une pastille presque déjà détachable. C'est le moment où on sort de l'émission. Et c'est comme si, depuis son média à elle disait, tiens, moi, ça me fait penser à ça. Et elle s'autoproduit, en somme. Donc, il y a
peut-être des choses visuellement... on est au travail, hein, et il faut comprendre, on est sans cesse en train de se remettre en cause. Bon, et peut-être que d'ailleurs, il faut accentuer encore cet écart entre ce qui se passe sur le plateau, ce qui se passe au montage, et ce que Manon nous propose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tamara. Oui, je pense effectivement, il y avait cette volonté-là. Après, c'est un processus qui est en cours. C'est vrai qu'au départ, quand on a dit, OK, on va travailler avec cette notion de YouTube, avec Manon Bril, au départ, on a essayé de faire quelque chose où on change d'une certaine manière ce qu'elle fait d'habitude. On a essayé de la filmer un peu à notre manière et de la manière de la télé, ce qui n'a pas marché du tout. Parce qu'en fait, justement, ça a encore effacé plus ces différences-là. Après, du coup, on a dit, OK, dans ces cas-là, il y a cette carte blanche où, du coup, nous, on reçoit son post-it tel quel et on l'intègre à la fin de l'émission. Et je pense que là, les prochains stades sera justement de trouver cette manière de réfléchir ensemble, vraiment, d'avoir ces dialogues comme ce même dialogue qu'on a sur toutes les autres parties de l'émission entre les rédacteurs, les réalisateurs, mais tout en gardant vraiment l'univers et les caractéristiques. YouTube et sa façon de faire et son autonomie aussi, c'est cette carte blanche, mais en ayant quand même une réflexion sur l'ensemble et sur ce dialogue entre les magazines télé et les produits YouTube. Et je crois qu'il y a encore des choses intéressantes à trouver. Il y a des choses à faire parce que d'abord, on travaille beaucoup à destination des réseaux sociaux. On essaye de faire le lien. On a un partenariat avec l'Histoire, le magazine L'Histoire, qui prépare le vendredi pour le dimanche l'émission en interviewant l'historienne et l'historien, en délivrant le contenu d'un article de l'Histoire. La revue L'Entretemps, dont je m'occupe au Collège de France le mardi d'après la diffusion, poursuit cette réflexion en mettant en avant un article plutôt savant. Ça, c'est le fil écrit. C'est intéressant d'un article de l'Histoire à un article savant. Mais on veut qu'il y ait aussi un fil visuel, c'est-à-dire que ça continue sur YouTube. Là, par exemple, on a reçu il y a quelques jours une proposition d'une autre YouTubeuse, d'ailleurs, qui fait, à partir de nos épisodes, un contenu en 4 minutes. C'est sur le costume cravate. C'est formidable. Et moi, on croit absolument à ça. C'est-à-dire que le projet, il est depuis le départ multi-support. Voilà. La télé, on sait bien, la télé comme meuble de salon, ce qui étonne encore nos enfants quand on en a qui savent plus très très bien comment ça marche. Bon, voilà. La télé le dimanche à 18h15. Bon, on peut continuer à s'y intéresser, mais même les directeurs d'Arte savent très bien que on en a pour quelques années encore à s'intéresser à la diffusion linéaire, mais que fondamentalement, ça se passe ailleurs, sur arte.fr et puis sur YouTube, sur la chaîne Arte de YouTube. Et ça, on veut être dynamique par rapport à ça. Évidemment, c'est 17 minutes, c'est pas gravé dans le marbre, on peut en faire 4, d'autres les bricolent comme ça, et c'est ça qui serait bien, hein. C'est qu'il y ait cette sorte d'agilité visuelle. Tout à fait. Je pense que là, pareil, on a plein de possibilités encore à explorer. C'est un peu infini aussi, parce que là, il y a cette forme de YouTube, il y a d'autres formes aussi en ligne et des choses avec lesquelles on peut jouer. Donc, chaque fois, en fait, on a l'émission de 17 minutes et après, c'est comme un espèce de kaléidoscope où ça peut tirer plein de fils sur plein de formats différents et c'est vraiment, du coup, un processus qui est en cours. On voit que c'est très riche de réfléchir à cette manière de construire une émission, faire de l'histoire en construisant une émission, et que ces constructions, elles sont, ça qui est bien avec elles, c'est qu'elles sont jamais complètement terminées, qu'on est toujours en train d'y réfléchir, toujours en train de les ajuster au temps qui passe aussi. Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci d'avoir écouté cette deuxième émission de la série Faire de l'Histoire autrement. Vous retrouvez la première aussi bien sur le site parolehistoire.fr que sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous dans 2 jours, mercredi 26 mai, pour parler d'histoire médiévale en compagnie de Julie Claustre et d'un couturier du XVe siècle. À bientôt.